restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? Bonjour Juliette Dross. Bonjour. Le printemps n'intéresse pas beaucoup Sénèque, si ? Le printemps l'intéresse, simplement il dit qu'il ne va pas passer son temps sur des considérations météorologiques. Exactement. Voilà. Et que l'important c'est de se convertir à la philosophie. Dans la lettre 23 des lettres à Lucilius, il écrit ceci: « Penses-tu que je vais t'écrire combien l'hiver qui a été clément et court s'est comporté avec nous, combien le printemps est mauvais, combien le froid vient à contre-temps, ainsi que les autres bêtises de ceux qui cherchent quoi dire ? Pour ma part, je t'écrirai quelque chose qui puisse être profitable à toi et à moi. Ne te réjouis pas de vanité, crois-moi, la joie est sévère. » Le ton est donné. Le ton est donné, effectivement. Sénèque cherche à convertir Lucilius à la philosophie et il lui dit d'emblée, attention, le chemin n'est pas évident, il est parfois semé d'embûches, et en plus la philosophie qui va te mener à la sagesse. La sagesse, c'est certes une vie heureuse, mais ce n'est pas non plus le plaisir épicurien, c'est une joie très sobre, un plaisir, enfin une joie qui est très différente de ce qu'on considère généralement comme le plaisir. Voilà. Et pourtant, il parle de joie. Il dit que la joie est sévère, mais il garde le terme de joie. À quoi renvoie la joie ici ? Parce que la joie, c'est quelque chose qui va accompagner la vie heureuse et donc qui va accompagner la sagesse, puisque pour les stoïciens et pour Sénèque, donc, la sagesse est identique à la vie heureuse. Et donc, l'important pour Lucilius, c'est de se convertir à la philosophie pour accéder justement à cette vie heureuse qui procure cette joie. Les lettres à Lucilius, qu'on appelle lettres à Lucilius, sont le dernier texte connu de Sénèque. Elles ont été rédigées au cours des dernières années de sa vie, un peu avant l'an 65 de notre ère. Au total, on compte 124 lettres, dans lesquelles le sexagénaire, après une vie politique bien remplie, s'est retiré de toute forme de vie publique, et il exhorte son ami Lucilius à vivre selon ses préceptes. Alors, plus de 3 siècles se sont écoulés depuis le stoïcisme des origines, mais Sénèque est bien l'héritier de l'école du Portique. L'influence de ces lettres est considérable, Montaigne ne cesse de les citer, Diderot les commente, et l'historien Paul Venn en a proposé il y a quelques années une édition qui s'adressait avec succès aux lecteurs du XXe siècle. Ces lettres à Lucilius sont encore étudiées aujourd'hui. Vous venez de m'apprendre, Juliette Dross, car j'ignorais qu'elles sortent au programme de l'agrégation de lettres classiques cette année. Et oui. Et ce qui est assez amusant, c'est que quand on lit ces lettres, Sénèque lui-même parie sur sa postérité. Oui, tout à fait. Sénèque dit... souvent dans les lettres, il le disait déjà dans d'autres traités, mais il dit souvent dans les lettres que finalement se consacrer à la philosophie, ce qu'il fait lui-même, puisqu'il s'est effectivement retiré de la vie publique, il est dans la retraite. Alors ce retrait, il s'est fait également parce que Sénèque avait été le conseiller de Néron, il était très proche de l'empereur, et qu'il est entré en disgrâce en 62, il s'est progressivement éloigné du prince, et donc il se consacre désormais à l'écriture philosophique, et donc c'est à cette époque qu'il écrit les lettres à Lucilius. Et Sénèque, dans ses lettres, explique que finalement, en se consacrant à la philosophie, il est bien plus utile que lorsqu'il était dans la vie publique, que lorsqu'il était dans les affaires, parce qu'en se consacrant à la philosophie, il va essayer de convertir, il va réussir à de réussir à convertir Lucilius, mais au-delà de Lucilius, c'est évidemment tout lecteur des lettres à Lucilius qui est concerné, et également la postérité. Et Sénèque parle assez souvent de la postérité. Il dit « je fais une œuvre pour la postérité », et la postérité lui a donné d'ailleurs raison. Ce qui peut paraître contradictoire avec son projet de se retirer de toute forme de vie publique pour se consacrer à la philosophie. Son but n'est pas de se taire et de rester silencieux, mais au contraire d'être le plus connu possible, de s'adresser au plus de personnes possible. Oui, tout à fait. Et là-dessus, ça rejoint une question qui est assez importante dans le stoïcisme, qui est la question du rôle du philosophe ou du sage dans la cité. Puisque pour les stoïciens,
a priori, le sage doit participer à la vie publique, sauf empêchement majeur, sauf s'il est malade, ou sauf si la cité est trop corrompue pour qu'il puisse y participer sans se corrompre lui-même. Donc, a priori, ça devrait conduire Sénèque à participer à la vie publique et à prôner cette participation. Dans les lettres, on a une optique qui est assez différente, qu'on avait déjà dans un autre traité qui est consacré spécifiquement à cette question, qui s'appelle le traité sur le loisir. Et traduit aussi par l'oisiveté parfois. Non, l'oisiveté, oui. En fait, c'est le terme d'otium. En latin, c'est deotio. Et en latin, otium, ça peut se traduire par oisiveté, loisir. Pour ses détracteurs, ça peut être aussi presque la paresse. Hein. Et donc, Sénèque va montrer dans ce traité et dans les lettres à Lucilius qu'en réalité, le philosophe est agit lorsqu'il est dans l'otium et que cette action, elle est plus importante que celle qu'il pouvait avoir lorsqu'il était au cœur de la cité. Et il développe notamment ça dans une perspective qui est celle qui est une doctrine stoïcienne qu'on appelle le cosmopolitisme, en disant, certes, l'homme est citoyen d'une petite cité, ça pourra être Athènes, ça pourra être Rome, ça pourra être Carthage, mais il est avant tout citoyen du monde, en fait citoyen de la grande République, de la République universelle, et en faisant de la philosophie, en convertissant ses contemporains, il est utile. Il s'inscrit dans la République universelle et donc il est utile à l'ensemble de l'humanité et non plus seulement à la petite cité. C'est le but, c'est être utile à l'ensemble de l'humanité. Voilà, c'est le but, être utile aux hommes. Alors Sénèque dit spécifiquement dans le traité Le Loisir, être utile aux hommes, alors à peu ou à beaucoup ou à l'ensemble même de l'humanité. Donc ça va à l'encontre de la conception qu'on se fait du stoïcisme qui consiste à essayer de se détacher des plaisirs et des souffrances de la vie pour vivre dans une forme d'ataraxie, c'est-à-dire détaché de toute forme d'émotion et de sensation, et dans une forme d'isolement également, cette sagesse ultime. Non, au contraire, la philosophie est utile. Voilà, la philosophie est utile, c'est-à-dire que l'écriture peut se faire peut-être dans l'isolement, mais en tout cas, elle a une finalité très clairement utile. Le but, c'est d'être utile à ses concitoyens ou à l'ensemble de l'humanité par son écriture. Et c'est ce que dit constamment Sénèque. Et de ce point de vue-là, le loisir, ce n'est absolument pas une inaction pour Sénèque. C'est une action qui prend simplement une forme différente de celle que Sénèque pouvait avoir lorsqu'il était dans la vie publique, mais c'est une action, et c'est la plus importante action même qui soit. Et c'est ce qu'il conseille à Lucilius de faire dès la première lettre. Écoutez, cette semaine, c'est Georges Claisse qui prête sa voix à Sénèque. Suis ton plan, cher Lucilius. Reprends possession de toi-même. Le temps qui jusqu'ici t'était ravi ou dérobé ou que tu laissais perdre, recueille et ménage-le. Persuade-toi que la chose a lieu comme je te l'écris. Il est des heures qu'on nous enlève par force, d'autres par surprise, d'autres coulent de nos mains. Or, la plus honteuse perte est celle qui vient de négligence. Et si tu y prends garde, la plus grande part de la vie se passe à mal faire, une grande à ne rien faire, le tout à faire autre chose que ce qu'on devrait. Montre-moi un homme qui mette autant le moindre prix, qui sache ce que vaut un jour, qui comprenne que chaque jour il meurt en détail. Car c'est notre erreur de ne voir la mort que devant nous. En grande partie déjà, on l'a laissée derrière. Tout l'espace franchi est à elle. Persiste donc, ami, à faire ce que tu me mandes. Sois complètement maître de toutes tes heures. Tu dépendras moins de demain si tu t'assures bien d'aujourd'hui. Tandis qu'on l'ajourne, la vie passe. Cher Lucilius, tout le reste est d'emprunt. Le temps seul est notre bien. C'est la seule chose fugitive et glissante dont la nature nous livre la propriété et nous en dépossède qui veut. Mais telle est la folie humaine. Le don le plus mince et le plus futile, dont la perte au moins se répare, on veut bien se croire obligé pour l'avoir obtenu. Et nul ne se juge redevable du temps qu'on lui donne, de ce seul trésor que la meilleure volonté ne peut rendre. Ces lettres sont intéressantes aussi par l'écriture, Juliette Droz, par la forme. On a un ton à la fois amical, de maître à son élève, aussi le ton parfois de la confidence, si bien que c'est un texte autant d'écrivain que de philosophe, non ? Oui, et c'est ce qui fait un peu la spécificité de Sénèque. Alors évidemment, il y en a d'autres, mais Sénèque est autant un philosophe qu'un écrivain, et les lettres, c'est un texte magnifique qu'on peut lire lorsqu'on aime la littérature, ouais. Sans être philosophe. Alors c'est vrai que plus ça va, plus les lettres se complexifient, parce que Sénèque commence de manière très pédagogique, en fait. Il commence en exhortant Lucilius à se convertir à la philosophie en général, et puis petit à petit, il va spécialiser ses lettres et développer de plus en plus des points de doctrine stoïcienne assez complexes. Mais c'est vrai que c'est un écrivain
autant qu'un philosophe, et c'est ce qui fait, encore une fois, c'est ce qui donne plaisir à lire Sénèque. Disons qu'on sent le plaisir à rédiger ces lettres. Oui, de toute façon, ce sont des lettres travaillées. Est-ce qu'elles sont réelles ? Est-ce que Lucilius a vraiment existé ou est-ce que c'est une mise en scène ? Ça, c'est une grande question qui n'est pas complètement tranché. Bon, il y a deux options. Soit, pour certains, ces lettres sont fictives, purement et simplement fictives. Pour d'autres, elles sont complètement réelles. Ce qui est probable, en tout cas, moi, c'est ce que je pense, mais voilà, il y a encore une fois énormément d'hypothèses là-dessus. C'est que c'est probablement une vraie correspondance, mais qui a été retravaillée, qui a été littérarisée entre guillemets, et qui a été améliorée et qui s'est transformée en œuvre littéraire. C'est-à-dire que c'est probablement fondé sur une réalité. Lucilius a existé, Lucilius et Sénèque étaient amis, mais cette correspondance, elle a été retravaillée pour devenir véritablement une œuvre littéraire. En tout cas, que ces lettres soient réelles ou pas, ce qui ressort pour le lecteur, c'est une interpellation directe. Et là, c'est très efficace. On retrouve cette dimension utile de la philosophie chez les stoïciens, en particulier chez Sénèque. En s'adressant à Lucilius, Sénèque s'adresse à nous-mêmes, en réalité. Oui, tout à fait. La question, c'est effectivement, Lucilius, c'est le destinataire officiel, objectif des lettres à Lucilius, mais derrière Lucilius, vous avez tous les lecteurs potentiels et toute la postérité. Donc c'est pour ça que ces lettres nous parlent. Et d'ailleurs, Sénèque fait assez peu d'allusions à des réalités très précises de son temps, comme ce qu'on peut par exemple trouver dans la correspondance de Cicéron. Là, c'est une correspondance qui a une vocation beaucoup plus universelle, d'où encore une fois la question de son authenticité. Est-ce que réellement c'est une correspondance qui a existé ? Elle a été très certainement retravaillée pour acquérir cette dimension beaucoup plus universelle. Le contenu de ce que Sénèque cherche à transmettre à Lucilius, c'est-à-dire au lecteur, il s'étaye tout au long des lettres, mais il tient aussi en une phrase. Et la première lettre qu'on a entendue tout à l'heure, sois complètement maître de toutes tes heures. Le but est de faire en sorte, parce qu'il y a un but, que de ne pas voir la mort que devant nous, mais de comprendre que finalement, dit-il, en grande partie, on l'a déjà laissé derrière, tout l'espace franchi est à elle. C'est une façon de se rendre maître de son propre temps. Tout à fait. Alors ça, c'est un thème qui est omniprésent dans les lettres à Lucilius et qui est d'autant plus important que Sénèque sent bien que son propre temps est compté. Et de fait, il meurt en 65, il est condamné au suicide, condamné à mort et condamné au suicide en fait par Néron. Et Sénèque constamment dit à Lucilius, fais bon usage de ton temps. Et sur ce point d'ailleurs, Sénèque lui-même a pris sa retraite et s'est consacré à la philosophie, uniquement à la philosophie, sur le tard. Et c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans certaines lettres. Voilà, moi je me suis consacré à l'otium philosophique, à l'écriture philosophique, tardivement. Mais toi, Lucilius, tu es jeune et fais-le dès maintenant. Il dit certes, la retraite, la vieillesse, c'est un âge propice à la philosophie, mais il est encore préférable de s'y consacrer dès son plus jeune âge parce que finalement, c'est l'œuvre la plus utile qu'on puisse faire, à la fois pour soi et pour les autres. Et donc dans cette première lettre à Lucilius, le thème du temps est omniprésent. Le temps passe, et ça c'est un thème très, très classique de cette littérature de conversion à la philosophie. Le temps passe, il passe vite, et donc il faut faire bon usage du temps. Et le meilleur usage qu'on puisse en faire, c'est de se consacrer à la philosophie pour atteindre le bonheur, la sagesse qui est identique au bonheur. Est-ce qu'il faut y entendre un regret, puisque Sénèque, entrons un peu dans les détails, a été beaucoup investi dans la vie politique, il a été le précepteur de Néron pendant de longues années, il s'est fait exiler par l'empereur Claude aussi à un moment, il a passé sa vie en fait dans la politique et pas dans la philosophie. Alors Sénèque a passé sa vie dans la politique de ce que les Romains appellent le negotium, c'est-à-dire les affaires, et il s'est retiré vraiment dans la philosophie à la fin de sa vie, dans les 3 dernières années de sa vie. Néanmoins, lorsqu'il était dans la vie politique, il écrivait quand même beaucoup, mais c'est vrai qu'il s'est retiré tardivement. Et dans les lettres, alors s'agit-il d'un regret ou non, en tout cas dans les lettres, il dit voilà, n'hésite pas, consacre-toi à la philosophie dès maintenant. Moi je l'ai fait tardivement, mais j'aurais dû le faire avant, effectivement. On peut lire ça comme ça. J'aurais dû le faire avant. En tout cas, ce que je fais maintenant est plus utile que ce que je faisais avant. Donc, toi, tu es jeune, mais réfléchis dès maintenant à ce que tu veux faire et lance-toi dans la carrière philosophique et recherche la sagesse. Voilà. La carrière philosophique, parce que c'en est une, c'est vrai, a une forme de recette. Il y a un mode d'emploi de cette philosophie. Sénèque l'énonce notamment dans la lettre 16 à Lucilius. Écoutez. Il est évident pour toi, Lucilius, je le sais, que personne ne peut vivre heureux, ni même de façon tolérable, sans zèle pour la sagesse. Que la vie heureuse se réalise par la sagesse parfaite. Du reste, même une vie tolérable par l'ébauche de la sagesse. Mais ce qui est évident,
On doit l'affermir et l'enfoncer plus profondément en soi par un entraînement quotidien. On a plus de peine à tenir ses résolutions qu'à en prendre d'honorables. On doit persévérer et gagner en force par un zèle assidu jusqu'à ce qu'une bonne intelligence remplace ce qui est bonne volonté. C'est pourquoi tu n'as que faire avec moi de plus de mots et d'une justification si longue. Je comprends que tu as beaucoup progressé. Les mots que tu m'écris, je sais d'où ils viennent. Ce ne sont ni déguisements ni fards. Je dirais pourtant mon sentiment. Désormais, j'ai de l'espoir à ton sujet. Pas encore confiance. Toi aussi, je veux que tu fasses de même. Il n'y a pas lieu de croire si vite et si facilement en toi. Fouille-toi, scrute-toi, observe-toi dans tous les sens. Avant toute chose, vois si tu as progressé dans la philosophie ou dans la vie même. La philosophie n'est pas un métier public ni fait pour la montre. Elle n'est pas dans les mots, mais dans les choses. On ne s'y emploie pas dans le but de faire passer la journée en s'amusant pour ôter au loisir sa nausée. Elle forme et forge l'âme. Elle ordonne la vie. Elle régit les actions. Elle indique ce qu'on doit faire ou négliger. Elle siège au gouvernail et dirige la course des hommes ballottés à travers des écueils. Sans elle, personne ne peut vivre sans trembler, personne sans souci. D'innombrables accidents surviennent d'heure en heure, qui exigent de prendre une décision. Et c'est à elle qu'il faut la demander. On dira, à quoi me sert la philosophie s'il y a un destin? À quoi sert-elle s'il y a un Dieu directeur? À quoi sert-elle si le hasard commande? Car d'un côté, ce qui est certain ne peut être changé, et de l'autre, on ne peut rien préparer contre l'incertain. Quoi qu'il en soit de ces hypothèses, Lucilius, ou plutôt si toutes elles sont vraies, il faut philosopher. Soit que les destins nous enserrent de leurs lois inexorables, soit qu'un Dieu arbitre et tout ordonné dans l'univers, soit que le hasard pousse et agite les choses humaines dans le désordre, la philosophie a le devoir de nous protéger. Elle nous exhortera à obéir au Dieu de bon gré, à la fortune avec opiniâtreté. Elle t'enseignera comment suivre le Dieu et supporter le hasard. Porte-toi bien. Il y a chez Sénèque ce mélange de grande rigueur et de lyrisme quand même, qui est présent dans ses lettres Juliette Droz et qui fait tout l'intérêt de l'écriture elle-même. On en a dit 2 mots. Alors quelle définition de la philosophie? C'est extrêmement riche, extrêmement valorisante. C'est vraiment quiconque s'interroge sur le sens de la philosophie devrait lire cette lettre, non? Oui, ce que dit Sénèque dans cette lettre, ce sur quoi il insiste, et ce qui est très important dans la philosophie ancienne, c'est que la philosophie, c'est une pratique quotidienne, qu'il faut constamment méditer, ruminer les préceptes philosophiques pour, en réalité, se les approprier, les faire siens et transformer, ce que dit Sénèque, il faut transformer ce qui n'est que bonne volonté. On a certes la volonté d'accéder à la sagesse, mais il faut transformer cette bonne volonté en sagesse. Et comment est-ce qu'on va transformer cette bonne volonté en sagesse ? Précisément par la philosophie, qui est cet exercice quotidien d'appropriation des préceptes. C'est même encore plus que ça, parce que c'est à la fin de la lettre, il dit que la philosophie a le devoir de nous protéger. La philosophie a le devoir de nous protéger. La philosophie, c'est ce qui va nous permettre d'atteindre la sagesse, et la sagesse est synonyme de tranquillité, de sérénité et d'une certaine manière d'inaccessibilité aux injustices. Voilà. Lorsqu'on est sage, on ne peut pas retomber, dit constamment Sénèque, disent les stoïciens. On est dans un état de stabilité immuable, et donc la sagesse nous protège contre tous les accidents finalement, contre le malheur. Cela va avec. Donc la promesse de la philosophie, elle est immense, et c'est ce que dit Sénèque. La philosophie, ce n'est pas seulement un discours. Elle est avant tout, elle n'est pas dans les mots, elle est avant tout dans les actes. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle forge et forme l'âme, je crois, hein, ce qu'il dit dans sa lettre. Voilà, elle est active, cette philosophie. Elle va transformer l'homme pour lui permettre d'atteindre cette tranquillité, cette sérénité de l'âme qui va avec la sagesse. Mais là encore, il semble qu'on est face à un paradoxe de cette sagesse que l'on cherche à atteindre, qui consiste à se détacher de toute forme
du monde en réalité, et en même temps le souci, l'urgence d'investir l'espace aussi public, d'être utile aux autres. Oui, alors être utile aux autres, mais on peut être utile aux autres sans être attaché aux choses du monde. Ce que Sénèque dit choses du monde, c'est surtout se détacher de ce qu'il peut appeler les biens extérieurs, c'est-à-dire des choses qui sont indifférentes par rapport à la sagesse. Ça peut être l'argent, ça peut être la gloire, ça peut être les honneurs. Tout cela, ce sont certes des choses qui peuvent être éventuellement agréables, mais ce sont des choses qui sont indifférentes par rapport à la sagesse. Et il faut savoir s'en détacher, parce que si on ne sait pas s'en détacher, on sera constamment entravé dans ce chemin philosophique. Donc voilà, l'un des exercices philosophiques, c'est de savoir, de s'entraîner à se détacher, de se préparer au malheur qui pourrait nous arriver pour précisément être prêt à les surmonter et faire en sorte que ce ne soit pas des obstacles sur notre chemin. Vous parlez d'exercices philosophiques. Sénèque parlait d'entraînement quotidien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce qu'il faut se répéter, qu'il faut se détacher des choses? Comment on s'y prend? L'entraînement quotidien, en fait, c'est ce que fait Sénèque par rapport à Lucilius. Il a un peu la fonction d'entraîneur, de coach. Il lui dit, allez, quotidiennement, il faut que tu fasses de la philosophie. Alors, ça peut consister en quoi? Ça peut consister, par exemple, en l'introspection. Sénèque le dit dans une lettre. Voilà, à la fin de la journée, je regarde ce que j'ai fait et j'évalue ce qui était bien, ce qui était moins bien. Ça consiste surtout, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans cette lettre, à encore une fois, presque mastiquer ces préceptes philosophiques pour se les approprier, pour les intérioriser et faire qu'ils orientent constamment et presque du coup inconsciemment notre comportement. On les aura tellement intériorisés, tellement assimilés qu'ils nous guideront vers la sagesse de manière presque naturelle. Voilà. Mais est-ce qu'il ne faut pas se méfier d'une lecture qui serait trop psychologisante, qui identifierait la philosophie selon Sénèque à une sorte de méthode Coué où on se répète les choses en permanence pour y parvenir? Alors méthode Coué, c'est la grande question. Non, je ne pense pas que ce soit ici de la méthode Coué, parce que c'est vraiment encore une fois une intériorisation des principes. Voilà, la méthode Coué n'est pas fondée sur un système philosophique solide. Voilà, et que là, en l'occurrence, chez Sénèque, c'est le stoïcisme qui soutient tout cela. Mais voilà, l'idée, c'est que c'est pas seulement des principes philosophiques théoriques, ce sont des préceptes et des principes ou des préceptes qu'il faut constamment pratiquer par cette méditation. Mais c'est ça qui est quotidienne. compliqué peut-être à comprendre pour nous aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous fais l'objection d'une lecture trop psychologisante qu'on pourrait regarder du coup avec mépris en se disant mais là oui, c'est pas vraiment de la philosophie. C'est que dans la philosophie antique, et y compris chez les stoïciens, Pierre Hadot l'a très bien montré, oui, théorie et pratique ne sont pas distincts. C'est la même chose. Il n'y a pas d'un côté l'écriture, la lecture, et de l'autre la mise en œuvre ou l'action. C'est qu'il y a une espèce de cohésion des deux qui fait que la philosophie se trouve dans les deux domaines. Il n'y a même pas de distinction en fait, entre théorie et pratique. Il y a exactement, et c'est la grande distinction, c'est ce que Pierre Hadot a montré, vous l'avez dit, c'est la grande différence entre la philosophie ancienne et la philosophie moderne ou contemporaine, c'est qu'effectivement il y a cette dimension pratique qui est indissociable de la théorie. Et Sénèque l'a dit dans la lettre qu'on vient de lire, la lettre 16, ouais. Voilà, attention que ta philosophie ne se limite pas à des mots. La philosophie, ce ne sont pas des mots, ce sont aussi des actes. Et les actes, ils vont finalement, ils correspondent aux mots et ils complètent les mots. Enfin voilà, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas philosopher en faisant simplement des discours. Mais à contrario, si on agit sans avoir de fond philosophique, voilà, on ne va pas bien agir. Donc les deux vont ensemble. Les actes sont guidés par les mots et les mots doivent déboucher sur des actes. De même que la philosophie ne va pas sans la littérature et sans une forme de dramaturgie. Écoutez un extrait de Phèdre, une pièce de Sénèque. Pourquoi restes-tu insensible au bonheur? Pourquoi t'infliges-tu des épreuves pénibles? Celui qui est forcé par le destin a le droit d'être malheureux. Mais celui qui s'expose volontairement au malheur et prend plaisir à se torturer mérite de perdre toutes les bonnes choses dont il ne sait pas se servir. Dieu a décidé ce qu'il faut pour chacun à tous les âges. Le plaisir pour les jeunes, les soucis pour les vieux. Pourquoi te renfermes-tu ? Pourquoi réprimes-tu tes penchants naturels? Toi qui vis comme un ours à l'écart de la vie, tu veux donc te faire une jeunesse triste et déserte d'amour? Fréquente la ville, cherche à rencontrer tes semblables. Aucune vie n'est plus libre, plus à l'abri du vice que la vie dans les forêts, loin des villes, comme au début de l'humanité.
Celui qui a consacré son innocence aux cimes des montagnes ne connaît ni la rage de posséder, ni l'envie de la célébrité, ni les mondanités suspectes, ni les calomnies, ni les succès faciles. Il n'est l'esclave d'aucun pouvoir. Il ne poursuit ni de vains honneurs, ni d'éphémères richesses. Libre d'espérer et de craindre, il est à l'abri de la morsure empoisonnée et de la noire ambition. Il ne connaît rien des crimes qui prolifèrent dans la jungle des villes. Ignorant tout ce bruit, il n'en est pas troublé. Il fuit d'instinct les fastes royaux. Les grands boivent de l'angoisse dans leur vaisselle en or. Lui, ce qu'il aime, c'est boire l'eau des sources dans le creux de sa main. Celui qui couche à même le sol dort du sommeil du juste. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et le couronnement de Poppée de Claudio Monteverdi dans le cadre de cette semaine sur Sénèque et cette première émission en compagnie de Juliette Dross qui enseigne les lettres classiques à l'Université Paris-Sorbonne. Enfin, une semaine sur Sénèque plutôt sur les lettres à Lucilius que nous lisons ensemble aujourd'hui. Mais là, on vient d'entendre un extrait non pas des lettres, mais d'une pièce de théâtre qu'a écrite Sénèque, car Sénèque était aussi dramaturge, Juliette Dross. Oui, Sénèque était dramaturge. Alors, c'est une question qui a été longtemps débattue, l'identité entre le Sénèque philosophe, le Sénèque dramaturge. Aujourd'hui, il est très majoritairement, on va dire, admis qu'il y a une identité entre les deux, et Sénèque, effectivement, un dramaturge, donc a écrit beaucoup de pièces de théâtre, dans lesquelles il met notamment en scène les ravages des passions, donc dans lesquels on retrouve, évidemment sous une forme très différentes, mais dans lesquelles on retrouve certains thèmes de sa philosophie. Et en l'occurrence ici, on y entendait Hippolyte et la nourrice, donc la nourrice qui essaie de convaincre Hippolyte de l'utilité des plaisirs et des bonheurs, et Hippolyte qui, au contraire, met en scène la rigueur d'âme stoïcienne. On est là dans un schéma assez classique, peut-être réducteur, mais en tout cas qui fonctionne très bien d'un point de vue dramaturgique. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, Sénèque, c'est ce qu'on disait tout à l'heure rapidement au début de cette émission, Sénèque, c'est un écrivain, c'est un philosophe, mais c'est un écrivain. Et en effet, dans sa dramaturgie, il peut finalement donner libre cours à ses talents d'écrivain, à ses talents de poète ici, tout en reprenant des thèmes philosophiques qu'on trouve par ailleurs dans sa correspondance, dans ses traités philosophiques. Oui. Et d'ailleurs, ce dialogue-là qu'il met en scène dans cette tragédie, mais dans d'autres aussi, c'est en fait le dialogue qui se passe entre les stoïciens et les épicuriens. D'un côté, se retirer, faire en sorte de ne pas être soumis au plaisir ni aux peines. De l'autre, les épicuriens qui, eux non plus, ne veulent pas être soumis aux aléas du destin, mais qui ne condamnent pas le plaisir pour lui-même. Jusqu'où se tient cette opposition assez schématique entre les deux ? Pour les épicuriens, même le plaisir, enfin, ce qui est un plaisir très sobre, hein, le plaisir épicurien, mais même c'est la définition de la sagesse. La sagesse, c'est le plaisir, c'est l'absence de douleur, alors que pour les stoïciens, la sagesse, est identique à la vertu et à la droite raison, puisque pour les stoïciens, on est dans un système providentialiste, c'est-à-dire qu'il y a une providence qui préside à l'organisation du monde, et le sage doit régler sa propre raison sur la raison universelle. Alors que chez les épicuriens, le monde est régi par le hasard, et donc on n'a pas du tout cette idée de rationalité, d'accorder sa raison personnelle, sa raison propre sur une raison universelle, puisque cette raison universelle pour les stoïciens n'existe pas. Pour les épicuriens, n'existe pas. Donc effectivement, vous avez cette opposition entre le plaisir comme définition donc du souverain bien chez les épicuriens et pour les stoïciens la vertu qu'on retrouve effectivement un petit peu dans la pièce de Sénèque avec cet Hippolyte qui est l'image de celui qui résiste à ses passions. C'est-à-dire qu'il est amoureux de sa belle-mère. Oui. Phèdre, c'est quand même ça, il faut le dire. Mais en tout cas, voilà, on a la figure effectivement ici de celui, c'est ça la figure du philosophe stoïcien qui sait dominer ses passions. Ça c'est un élément fondamental du stoïcisme. Pour les stoïciens, les passions, ce sont des maladies de l'âme, et donc il faut les dominer, il faut soigner cette âme malade pour parvenir à la sagesse. Et donc on doit résister à ces passions, c'est ce qui a donné d'ailleurs naissance à l'adjectif stoïque. Il y a cette image du sage stoïcien comme un roc insensible à quoi que ce soit. C'est lié à cette théorie très
très extrémiste en fait, des passions. Les passions, il ne mais faut pas simplement. Oui, pas un contresens. Qui est réel. Non, qui est réel. Et de ce point de vue, il y avait une distinction par exemple entre les stoïciens et des philosophies comme celle d'Aristote, où Aristote disait il faut simplement modérer les passions. Voilà, les passions, elles existent, elles font partie de la nature de l'âme, on les modère, c'est la métriopathie. Les stoïciens disaient non, les passions, ce sont des maladies de l'âme, donc si on veut guérir, si on veut accéder à la sagesse, il faut les éradiquer. Et c'est ce qui leur a valu beaucoup de critiques de leurs adversaires qui disaient mais en fait le sage que vous avez créé, c'est un sage complètement inhumain, il ne ressent strictement rien, il est insensible à quoi que ce soit, donc en fait votre sagesse elle est inaccessible. Donc après ils ont aussi, voilà, face à ces critiques, ils ont un petit peu modéré leur doctrine des passions, mais globalement on est dans une doctrine qui est voilà, assez extrémiste sur les passions. Mais on parle des stoïciens, ça s'étale sur plus de 3 siècles quand même. Sénèque en est un des derniers représentants. Voilà, Sénèque c'est un des derniers représentants du stoïcisme, c'est un des plus grands représentants de la 3e grande période du stoïcisme. En fait, il y a le stoïcisme ancien qui débute à la naissance du stoïcisme, à la fin du 4e siècle, avant Jésus-Christ, donc avec le fondateur qui est Zénon de Citium. Vous avez donc l'ancien stoïcisme, ensuite une période qu'on a appelée le moyen ou médio-stoïcisme, et la 3e période de cette histoire du stoïcisme, c'est le stoïcisme romain ou stoïcisme impérial, et dont Sénèque est l'une des plus grandes figures. Et juste ce qui est d'autant plus intéressant, je trouve, sur Sénèque, c'est que Sénèque a non seulement transmis la philosophie stoïcienne à Rome, mais il l'a également traduite, parce qu'il écrit en latin. C'est-à-dire que les 2 grands philosophes stoïciens, bon, il y en a d'autres, mais les grandes figures connues du stoïcisme impérial, ce sont aussi Épictète et Marc Aurèle. Marc Aurèle écrivait en grec, et Épictète, lui, n'a rien écrit, mais sa pensée, elle a été transmise également en grec. Sénèque, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il transmet la philosophie stoïcienne à Rome, il l'adapte à la mentalité romaine, puisque ça n'allait pas de soi, et en plus, il la traduit, ce qui, évidemment, apporte un certain nombre de choses sur le plan conceptuel. Au cours de ses lettres à Lucilius, on découvre différents tons et on est bien loin du sage absolument indifférent à tout le reste. Parfois, quand il s'adresse à Lucilius, il semble lui faire des reproches comme un maître qui réprimanderait son élève. Écoutez la lettre 21. Tu ne sais pas ce que tu veux, Lucilius. Tu sais mieux approuver les conseils honorables que les suivre. Tu vois où a été placé le bonheur, mais tu n'oses parvenir jusqu'à lui. Tu estimes grandes les choses que tu vas abandonner, et lorsque tu t'es fixé comme but cette absence de soucis à laquelle tu vas passer, te retiens l'éclat de cette vie d'où tu vas te retirer, comme si tu allais tomber dans un état mesquin et obscur. Tu fais erreur, Lucilius. De cette vie à l'autre, on monte. La différence qui existe entre le brillant et la lumière, celle-ci ayant une source déterminée qui lui est propre, l'autre resplendissant de l'éclat d'autrui, c'est celle qui existe entre cette vie et l'autre. L'une a été frappée par un éclat venant de l'extérieur. Tout homme qui lui fera obstacle projettera immédiatement une ombre épaisse sur elle. L'autre étincelle de sa propre luminosité. Tes études te rendront illustre et célèbre. Je te citerai l'exemple d'Épicure. Comme il écrivait à Idoménée et qu'il l'appelait à s'éloigner d'une vie bien en vue pour rejoindre une gloire fidèle et stable, il lui dit « Si tu es touché par la gloire, mes lettres te rendront plus connu que toutes ces affaires auxquelles tu te dévoues et à cause desquelles on t'est dévoué. » Est-ce qu'il a donc menti? Qui connaîtrait Idoménée si Épicure n'avait gravé à jamais son nom dans ses écrits? Une profonde couche de temps viendra au-dessus de nous. Peu de génies sortiront la tête, et, destinés à s'en aller dans le même silence un jour ou l'autre, ils résisteront à l'oubli et affirmeront longtemps la propriété d'eux-mêmes. Ce qu'Épicure a pu promettre à son ami, je te le promets, Lucilius. J'aurai la faveur de la postérité. Je peux faire sortir avec moi des noms qui dureront. Et Sénèque avait raison puisqu'on le lit encore aujourd'hui et on le propose on l'en propose ou l'impose selon les points de vue duquel on se place à l'agrégation de lettres classiques cette année. Juliette Droz, quel étrange souci pour Sénèque que celui de la postérité. Il le répète ici à de nombreuses reprises dans cette lettre, il faut écrire pour rester connu, y compris bien longtemps après notre mort. Oui, c'est vrai que c'est assez étonnant ce souci de la postérité, mais je pense qu'on peut le rattacher à cette idée qu'encore une fois,
le sage, finalement, le philosophe, si on se place du point de vue de Sénèque, lorsqu'il se retire, doit être actif et doit être utile. Et quelle est cette utilité ? Il va être utile au plus grand nombre possible, et donc pas seulement à ses contemporains, il va traverser les siècles pour porter son message, ce message philosophique, au-delà de son époque et de son destinataire. Mais c'est vrai que ce que fait Sénèque ici, c'est une promesse d'immortalité littéraire, en fait, à Lucilius. Et de fait, encore une fois, il n'a pas eu tort, dans la mesure où je pense que si on connaît Lucilius, c'est en tant que destinataire de Sénèque, et non pas pour ses fonctions officielles à l'époque sous l'Empire romain. Voilà, Sénèque distingue deux manières de devenir célèbre, soit en profitant de la célébrité d'un autre, ce que Lucilius fait avec Sénèque en réalité, soit en devenant soi-même illustre. Oui, et là Sénèque va devenir soi-même illustre, lui-même illustre, et Lucilius va le devenir via Sénèque. Et il utilise deux adjectifs pour qualifier cette différence de postérité, c'est la différence entre le brillant et la lumière. On a ici une image vraiment très poétique. Alors ici, on a une très belle image. Sénèque, de manière générale, utilise beaucoup d'images, beaucoup de métaphores dans ses lettres, mais dans ses traités de manière générale, pour plusieurs raisons. Alors, ce qui peut paraître un peu contradictoire par rapport, là encore, à la doctrine stoïcienne, parce que les stoïciens disaient plutôt, par rapport à la rhétorique, attention, la rhétorique, il faut s'en méfier, elle joue sur les passions, donc voilà, on écrit de manière très sobre, uniquement pour expliquer, pour dire le vrai, et non pas pour flatter les passions. En même temps, ils se rendaient bien compte, notamment les stoïciens romains qui se sont trouvés confrontés à ce paradoxe, que si on n'écrit pas bien, finalement, si on est désagréable à écouter ou à lire, finalement, on ne convertit personne. Et donc Sénèque, lui, a un style qui est effectivement très recherché, il utilise beaucoup d'images, et il le dit lui-même, il utilise ces images pour des raisons pédagogiques, parce que ça lui permet d'expliciter sa pensée, et puis ça, il le dit moins, mais c'est aussi parce que finalement, quand on écrit bien, on convertit beaucoup plus facilement son interlocuteur. Et donc dans cette lettre, c'est vrai qu'on a une très belle image qui est utilisée, cette opposition entre le brillant ou le reflet d'un côté et la lumière. Il me semble qu'il l'utilise pour distinguer la vie dans les affaires et la vie philosophique. Il dit la vraie gloire, tu ne vas pas atteindre la vraie gloire en étant dans les affaires. Lucilius était gouverneur de Sicile, donc il était en plein dans les affaires publiques, dans les affaires politiques. Et d'ailleurs, il semble qu'il était ennuyé par ses affaires, qu'il était ennuyé par un procès ennui dont il fait part à Sénèque. Et Sénèque lui répond, mais voilà, tu sais pas bien ce que tu veux, tu cherches un coupable ailleurs. En fait, le problème, il vient de toi, Lucilius, et c'est toi c'est ton comportement qu'il faut régler, c'est sur toi-même qu'il faut travailler et pas sur les autres. Donc c'est une exhortation à la philosophie, et il lui dit, la vraie gloire, finalement, elle ne vient pas de l'extérieur. La gloire que tu trouves dans les affaires publiques, c'est une gloire qui est comme un reflet. C'est-à-dire que la lumière, elle vient de l'extérieur, c'est pas une gloire qui vient de toi. Alors que si tu te consacres à la philosophie et si tu vas sur le chemin de la sagesse, tu trouveras la gloire véritable, qui est une lumière qui tire, une véritable lumière en ce qu'elle s'éclaire elle-même. Et ça rejoint la définition de la sagesse, l'idée que la sagesse, c'est quelque chose d'autosuffisant qui tire tout son fond d'elle-même, qu'on n'a pas besoin des choses extérieures, mais que quand on est dans la sagesse, on y reste, on ne descend pas, et qu'on auto-entretient cette sagesse tout seul, en fait. Sénèque va même jusqu'à parler d'une autre vie. Il dit de cette vie à l'autre, on monte. Et il dit vraiment que c'est comme s'il y avait une autre vie qu'on atteignait. C'est celle de la philosophie. C'est celle de la sagesse, me semble-t-il, dans cette lettre. Voilà, c'est cette vie, la première vie, c'est celle des honneurs politiques, des honneurs publics, et l'autre, celle à laquelle Sénèque invite Lucilius, c'est la vie philosophique, c'est la vraie gloire, c'est la lumière. Voilà. Et là, on retrouve la métaphore de la lumière, elle est de toute façon extrêmement classique en philosophie, depuis l'allégorie de la caverne de Platon. Voilà, l'idée, c'est que la philosophie, c'est ce qui apporte la véritable lumière. Et vous parlez, depuis le début de cette émission, de conversion. Il faut se convertir à la philosophie. C'est plutôt dans le registre religieux qu'on parle de conversion. Oui, alors on peut en parler également dans le registre philosophique, mais vous avez raison. Ça rejoint cette idée que la sagesse, c'est à la fois un discours et une pratique. Donc on se convertit tout entier. C'est pas seulement, on se convertit pas simplement intellectuellement à la sagesse, on se convertit tout entier. Et effectivement, Sénèque veut convertir Lucilius. Alors Lucilius était attiré, lui, par l'épicurisme. C'était un épicurien, et donc Sénèque va chercher à le convertir ou à l'attirer, si vous voulez, vers le stoïcisme. Mais dans ses premières lettres, ce qui est assez intéressant, et on l'a vu, Sénèque cite beaucoup Épicure. On a constamment l'Épicure. En fait, dans tout le premier quart des lettres à Lucilius, Sénèque évoque constamment Épicure, notamment à la fin de ses lettres.
Alors ça, c'est probablement dans une perspective pédagogique, pour dire, voilà, il va pas tout de suite rebuter Lucilius en lui disant, de toute façon, l'épicurisme, c'est une philosophie qu'il faut fuir. Dans un premier temps, l'important, c'est de convertir Lucilius vraiment à la philosophie. Et par la suite, Sénèque pourra approfondir et pourra spécialiser son discours en disant, il faut se convertir au stoïcisme. Passons à l'ami Sénèque. Où est Sénèque? Elle est à toi, cette lettre, Sénèque? C'est à moi et à toi, tu peux la garder si tu peux. Lis-la moi. Allez, lis. Cher Lucilius. Cher Lucilius. Tu me demandes comment chante Néron. Tous ses amis qui habitent avec nous à la villa trouvent que Néron a une voix plus que médiocre. Ce qui ne les empêche pas de l'applaudir avec frénésie. Continue. Pour ma part, je déclare officiellement que Néron a une voix sublime. Tu n'as pas fini la lettre, continue. Ah, les formules de Les politesse, les salutations. Oui, nous les Mais à toi, écoutons. cher Lucilius, si tu me le demandes, je ne peux qu'avouer que Néron a chanté... etc. Lis clairement, Sénèque. Alors, Néron... Chante comme un chien, c'est ça. Tu avoues, alors? Eh bien oui, je l'avoue. Néron chante comme un chien. Et puis? Comment, et puis? Mais quel mal y a-t-il à dire que Néron chante comme un chien? Assez, Sénèque! Tu traites de chien ton empereur, tu es condamné à mort pour lèse-majesté. Amis, je vous prends tous à témoin. J'ai écrit ceci. Mais à toi, cher Lucilius, si tu me le demandes, je ne puis qu'avouer que Néron chante comme un chien. Mais il se trouve que Lucilius ne m'a rien demandé, et sans doute ne me le demandera-t-il jamais. Alors voilà, parmi les nombreuses références que Sénèque a laissées dans la postérité, on trouve Les Week-ends de Néron, un film de Steno qui date de 1956, qui est une sorte de parodie de Péplum, ou de Péplum comique. On entend ici que Néron a intercepté une lettre de Sénèque à Lucilius, où il y écrit que Néron chante comme un chien. Donc forcément, Sénèque se justifie en disant que Néron a mal compris. C'est une interprétation là au XXe siècle. Je le disais en tout début d'émission, Sénèque a toujours été lu, semble-t-il, et on le retrouve dans la philosophie française chez Montaigne, qui le cite en permanence. C'est vraiment son livre de chevet. Diderot le commente dans son essai sur les règnes de Claude et de Néron. Je citais aussi l'édition que Paul Venn a proposée des lettres à Lucilius. C'était en 93 avec une annotation extrêmement passionnée et enrichissante. C'est assez fou de voir à quel point ce texte paraît inépuisable. Oui, c'est un grand texte littéraire et un grand texte philosophique. Donc c'est vrai qu'il a une très grande postérité, mais... Est-ce qu'on renouvelle les études sur ce texte? Je veux dire, est-ce que on l'étudie aujourd'hui, le programme de l'agrégation? Est-ce qu'on en dit autre chose que ce qu'on pouvait en dire il y a 100 ans, que ce que Montaigne y voyait? Oui, alors évidemment les études évoluent sur Sénèque, mais ce qui est depuis de toute façon les années deuxième moitié du XXe siècle, globalement, on a beaucoup, il y a une sorte de renaissance du stoïcisme impérial, justement, notamment avec les études de Pierre Hadot, mais aussi de Michel Foucault, sur l'idée voilà, que le stoïcisme, c'est aussi une manière de vivre, et c'est sur cette idée des exercices de soi, enfin des exercices spirituels qui permettent de progresser vers la sagesse, vers le bonheur. C'est vrai que c'est une pensée qui est entre guillemets à la mode, enfin en tout cas qui a été beaucoup réinterprétée, relue depuis le milieu du XXe siècle et qui continue à l'être. Mais avant justement, et c'est assez impressionnant parce que souvent les textes tombent dans l'oubli puis sont redécouverts et on a l'impression que Sénèque, il y a une sorte de flux continu de lecture. Oui, alors ça, je sais pas exactement s'il y a un flux continu. Ce qui est sûr, c'est qu'à la Renaissance, c'était, vous l'avez dit, un peu un des ouvrages, un des livres de chevet de Montaigne, et que les essais de Montaigne sont complètement imprégnés par la pensée de Sénèque. Et des fois, d'ailleurs, Sénèque qui n'est même pas cité tellement Montaigne a fait sienne la pensée de Sénèque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve d'ailleurs tant chez Sénèque que chez Montaigne l'idée que finalement, quand quelqu'un a dit quelque chose qui est intéressant, mais qu'on est d'accord avec lui, finalement, la pensée, elle n'appartient pas à celui qui l'a dit en premier, elle appartient à celui qui pense réellement cela. Et on trouve ça chez Montaigne, qui disait à propos de Sénèque, et on trouve déjà ça chez Sénèque. Voilà, l'idée qu'il faut construire sa pensée à partir de celle des autres, mais à partir du moment où on l'a construite à partir de celle des autres, c'est la nôtre. Donc il n'y a pas de vol ou de plagiat. Non, il n'y a pas de plagiat. Voilà, c'est l'idée. C'est une métaphore qu'on trouve chez Sénèque et que Montaigne reprend. C'est l'idée de l'assimilation, de la digestion, c'est-à-dire qu'on lit ce qu'ont dit les auteurs, on digère tout cela et on construit à partir de cela sa propre pensée. Comme il y a l'autre image, c'est celle des abeilles qui font leur miel, qui vont lire différentes, enfin qui vont butiner différentes fleurs. Là, on lit différentes choses et à partir de cela, on construit sa pensée. Et c'est vrai que Sénèque a été beaucoup lu et a beaucoup contribué à construire des pensées modernes.
Ce qui veut dire qu'il y aurait autant de Sénèque que de lecteurs, en réalité, si chacun peut faire son Sénèque. Alors, je ne sais pas si chacun peut faire son Sénèque, en tout cas, chacun peut comprendre, oui, effectivement, s'approprier Sénèque, voilà, s'approprier Sénèque. L'idée, c'est s'approprier, effectivement, la pensée d'autrui pour la confronter à d'autres pensées et construire son propre La question savoir. serait de savoir si ce que vous dites s'applique à toute forme de philosophie, ou est-ce que la philosophie stoïcienne et Sénèque en particulier sont particulièrement propices à cette appropriation? Encore une fois, j'aurais du mal à répondre. Pour Montaigne comme pour Sénèque, l'idée c'est qu'on peut aller chercher chez différents philosophes, voilà, et qu'on construit sa pensée à partir de différents philosophes. C'est ce qui permet aussi à Sénèque de dire, moi je suis pas entre guillemets l'esclave des stoïciens. Je vais pas dire ce que disent les maîtres stoïciens parce que je suis stoïcien. Je suis libre et ma pensée est libre également. En revanche, c'est évident que Sénèque c'est un des grands représentants du stoïcisme parce qu'il a transmis cette pensée stoïcienne, mais il a une pensée assez originale dans le stoïcisme quand même, et que c'est une pensée qui lui est propre, et il revendique cette entre guillemets cette liberté de pensée au sein du stoïcisme. La bonne nouvelle aussi quand on lit ses lettres et quand on lit Sénèque, c'est que la sagesse qu'il prône, elle est accessible. C'est pas la béatitude si difficile à atteindre, que ce soit chez Aristote ou chez Spinoza. Nous pouvons devenir sages, c'est à notre portée. Nous pouvons devenir sages. Alors ça, c'est la théorie stoïcienne. Nous pouvons devenir sages. Il n'y a pas de rupture entre ce que les stoïciens appellent la sottise ou la bêtise, enfin le fait de ne pas être sage, et la sagesse. On peut parvenir à la sagesse. Alors après, sur le plan pratique, c'est quand même pas évident, puisque les stoïciens disaient que le sage était aussi fréquent que le phénix, cet animal mythique qui renaît de ses cendres, autrement dit, voilà, assez peu fréquent, ou alors qu'il existait une fois tous les 500 ans. Bon, en tout cas, voilà, la réalité du sage, elle est quand même en question, mais en tout cas, sur le plan théorique, oui, la sagesse est accessible. La sagesse, elle ne fait pas partie d'un autre monde, de la sottise à la sagesse, et on a un chemin qui est continu. Voilà, et on peut y accéder. C'est une belle promesse. C'est une belle promesse, c'est la promesse d'un esprit satisfait, a satisfied mind. How many times On peut parler de chansons stoïciennes ici, Juliette Dross? Alors stoïcienne, je sais pas, mais en tout cas c'est très proche de ce que dit Sénèque, hein, Satisfied Mind, voilà. Merci beaucoup d'être venu nous parler des lettres à Lucilius aujourd'hui. Merci à vous. Je renvoie à votre édition d'un autre texte de Sénèque, La tranquillité de l'âme, que vous avez traduit donc du latin au français et présenté, qu'on trouve en collection Point Essai, ainsi que Voir la philosophie, les représentations de la philosophie à Rome, rhétorique et philosophie de Cicéron à Marc Aurèle, qu'on trouve aux éditions Les Belles Lettres. with a satisfied mind? Et c'est l'esprit satisfait que nous accueillons Géraldine Mosna-Savoie pour ces 2 minutes papillon. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est l'heure comme tous les jours de vous entendre nous donner envie de lire un livre qui vient de paraître aujourd'hui. Je vois les mots de Shakespeare et de Tchekhov. Exactement, c'est un livre de Léon Tchekhov, son tout premier livre, même traduit pour la première fois en français et publié aux excellentes éditions Le Bruit du Temps. Alors Léon Tchekhov, je le rappelle, ou je l'apprends, philosophe russe, est connu pour ses très belles pages sur la philosophie de la tragédie chez Nietzsche et Dostoïevski, sur l'idée de bien chez Tolstoï et Nietzsche aussi, ou encore sur Kierkegaard et la philosophie existentielle. Mais dès ce premier livre, on trouve déjà cet accent mis sur la tragédie, sur l'existence de chaque individu comme seule voie à explorer pour le penseur.
Mais ici, Chestov ne parle ni de Dostoïevski, ni de Tolstoï, ni de Nietzsche, mais de celui qu'il considérait alors comme son premier professeur de philosophie, Shakespeare. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their exits and their entrances, and one man in his time plays many parts, his acts being 7 ages. Le monde entier est un théâtre et tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Le célèbre monologue de Jacques dans la scène 7, acte 2 de Comme il vous plaira, ouvre à merveille le premier essai de Léon Chestov parce qu'il contient toute l'originalité de son approche. Son approche, c'est d'abord, je cite, une recherche agitée, impatiente, fiévreuse, digne donc d'un personnage tragique qui s'oppose à une lecture, la lecture rationaliste et scientiste de Shakespeare faite par le critique Georg Brandes. Comme on s'oppose, donc une lecture digne d'un personnage tragique, comme on s'oppose à la nécessité du destin et de cette lecture. Mais son approche, c'est aussi et surtout de vouloir lire Shakespeare en partant de ses personnages, hommes et femmes, comme s'ils étaient n'importe quel individu, ou plutôt comme si nous pouvions être à leur place. Qui d'ailleurs n'a jamais lu Le Roi Lear ou Coriolan se demandant ce qu'il ferait à leur place, qui n'a jamais, non pas tiré une leçon, mais entreaperçu la tragédie de sa propre existence en lisant celle de Brutus, qui lui décide d'agir, ou d'Hamlet, bien sûr, qui lui, pour le coup, est paralysé. Ce qui intéresse Chestov, ce ne sont donc pas les lois, ce n'est pas la nécessité du monde extérieur, mais le hasard, le théâtre du monde intérieur qui se joue en chacun. L'objet de la philosophie, selon lui, c'est bien de suivre jusqu'au bout les destinées des individus, d'apprendre à voir la vie et non pas d'être aveuglé par la pensée, ce que seul permet la tragédie, ce que seul permet de révéler un Hamlet capable certes de méditer, mais incapable de voir la vie telle qu'elle est. Et donc ce livre magnifique, Géraldine, s'appelle Shakespeare et son critique Brandes. C'est donc paru aux éditions Le Bruit du Temps. C'est de Léon Chestov. C'est traduit par Emma Guillet, présenté par Emma Guillet et avec une postface de Ramona Fotiade. Merci Géraldine, c'est noté. Merci à tous. Merci à Nicolas Bouteloup qui a préparé cette émission, ainsi que Livia Garrigue, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert qui a la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série consacrée aux lettres à Lucilius de Sénèque. Comment apprivoiser la mort? Eh bien, ce sera le maître de conférence de langue et littérature latine à l'université Paul Valéry de Montpellier, Jérôme Laguaner, qui viendra répondre à cette question. À 11h sur France Culture, vous retrouverez Florian Delorme pour son émission Culture Monde. Bonjour Florian. Bonjour Adèle. Votre programme cette semaine est ambitieux, courageux, nécessaire. Transformer l'État. Exactement, on va parler de l'État et de la transformation de l'État. Effectivement, c'est très très difficile, mais on va faire un petit tour du monde comme on le fait chaque semaine pour essayer de voir ce qui se fait en la matière. Bon courage Florian. Merci. Et à demain. Pour réécouter l'émission, rendez-vous sur le site de France Culture. Vous pourrez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster. Rendez-vous sur nos pages Facebook et Twitter.